Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode, consacré non pas à une seule histoire, mais bien à 3 histoires localisées dans une même vallée, celle de la Maine. Si nous avons fait le choix de nous pencher sur plusieurs histoires, c'est tout simplement car lors du repérage, nous voulions nous intéresser à une légende autour d'un lieu nommé le Moulin du Malheur. D'ailleurs, le titre de cette vidéo aurait dû porter ce nom. Mais au cours de notre avancée, nous avons découvert l'existence d'autres moulins construits à des époques totalement différentes et possédant chacun une histoire qui lui est propre. Comme vous avez pu le constater dans les autres épisodes, nous sommes curieusement attirés par les lieux chargés d'histoire, insolites, souvent graves, voire étranges. Le premier de ces moulins, le moulin du Rezard, que l'on peut traduire en français par le moulin du malheur, tiendrait son nom d'un passage particulièrement dangereux, emprunté depuis l'époque romaine et qui a été à l'origine de nombreux accidents dramatiques. Ce chemin provoquait la plupart du temps la chute des charrettes qui, comme on le disait à l'époque, versaient, c'est-à-dire tombaient dans les flots de la rivière. Ironiquement, les habitants l'appelèrent bien plus tard le chemin de Versailles. Pour vous donner une idée, la traversée entre les deux rives se faisait par l'intermédiaire de madriers, c'est-à-dire de troncs d'arbres fixés sur les rochers, permettant aux habitants des deux communes voisines de se rejoindre. Les flux de marchandises passaient donc obligatoirement par cet accès. Même si depuis 1911, une passerelle a été construite, le passage reste néanmoins dangereux, à en juger notre expérience. Ce lieu, qui est situé dans une vallée encaissée, est propice à la formation de brouillard et de brume, le rendant mystérieux et féerique. Il ne serait pas étonnant d'apercevoir des silhouettes égarées, déambulant sur les rives et d'entendre les plaintes des personnes noyées dans la rivière. Pour avoir été sur les lieux, lorsque le voile est apparu, nous n'étions pas totalement rassurés à l'idée de progresser. Le moulin des épinettes. Voilà un nom qui n'aspire à aucune histoire triste ou tragique. Au contraire, ce moulin a été l'un des rares à utiliser des avancées technologiques révolutionnaires pour l'époque. Dans les années 1890, est construit à côté du moulin à eau un moulin à vapeur utilisant le charbon comme unique carburant. Par la suite, le moteur utilisera du gaz pauvre, qui est concrètement l'ancêtre du diesel que nous connaissons maintenant. C'est à partir de 1912, grâce à l'installation par l'ingénieur Georges Fiévé d'une turbine et d'un générateur, que le moulin va fournir en électricité la totalité du village voisin. 5 ans après, devant le succès de son entreprise, le moulin va être repris par la Société électrique de l'Ouest, qui correspondait à l'époque à une EDF mais locale. En 1942, le moulin va devenir la propriété du docteur Jean Renoux, un personnage original aux yeux des habitants, qui le trouveront incroyablement érudit et visionnaire. Celui-ci va récupérer dans un lycée nantais, juste avant l'arrivée des troupes allemandes, une machine de Gramme. Faisons une légère aparté. Cette machine fut inventée par un Belge, du nom de Zenobe Gramme, et ce fut le premier générateur à produire de l'énergie à l'échelle commerciale pour l'industrie. Au niveau de sa conception, celle-ci utilisait un principe bien connu, la dynamo, en fournissant un courant continu. Ce docteur, anticipant l'impact de l'occupation allemande, eut l'idée d'avoir sa propre source d'énergie, lui permettant d'exercer son métier en étant totalement indépendant des coupures que connaissait le village. C'est quand même incroyable de se dire que cet homme, malgré l'oppression générale de l'occupation, a continué d'accueillir ses patients pour les soigner et par conséquent les soulager. Ce qui, à notre avis, a dû sûrement contribuer à sa grande notoriété.
cette dernière partie, laissez-nous vous raconter l'histoire du moulin de la Vieille Écluse qui aurait appartenu à l'un des ordres religieux et militaires les plus influents du Moyen-Âge, l'ordre du Temple. Vous avez dû sûrement entendre parler des croisades, de ces chevaliers en armure protégeant les pèlerins lors de leur voyage. À l'origine, cet ordre né en Terre Sainte le 13 janvier 1119 était constitué d'une simple milice appelée les Pauvres Chevaliers du Christ et du Temple de Salomon, dont son fondateur Hugues de Pins fut le premier maître. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les croisades n'ont pas été mises en place par les Templiers. Ces premières expéditions militaires avaient été organisées un peu avant la création de l'ordre, suite, entre autres, au refus en 1078 des Turcs seldjoukides de laisser libre le passage aux pèlerins chrétiens vers Jérusalem. Ce qui amènera les croisés, après la prise de la cité, à fonder le royaume chrétien de Jérusalem. Ça y est, l'ordre est créé. 10 ans après avoir été reconnu par l'Église catholique, celui-ci deviendra un ordre monastique et militaire qui prit le nom que l'on connaît maintenant. Pendant près de 2 siècles, cet ordre va rayonner à travers toute l'Europe occidentale, participer à de nombreuses batailles au nom de la sainteté et établir des commanderies dans l'optique de s'assurer la mainmise sur tous les territoires conquis. C'est en 1292, après tant d'années à établir son emprise à travers toute l'Europe et devant la perte de Jérusalem durant le siège de Saint-Jean d'Acre, que l'ordre va connaître sa chute. En 1307, le roi de France Philippe le Bel accuse l'ordre d'hérésie, de simonie, d'idolâtrie et de pratiques sexuelles faisant appel à un orifice dont la principale fonction est d'évacuer les résidus de la digestion. Devant l'ampleur de l'accusation, le pape Clément V décide le 13 mars 1312 de dissoudre officiellement l'ordre des Templiers, mettant un terme à un des pouvoirs ayant eu l'une des influences les plus importantes de l'histoire et de celle du monde. Encore maintenant, les légendes autour des Templiers sont nombreuses. Des trésors enfouis, des artefacts religieux perdus, des complots à l'échelle mondiale et des tombeaux maudits. D'ailleurs, savez-vous d'où vient la légende du vendredi 13, le fameux jour maudit? Après la déclaration du pape, tous les Templiers, par ordre du roi, seront traqués, arrêtés et torturés pour ensuite être exécutés. Les arrestations se dérouleront le vendredi 13 octobre 1307, rendant à jamais maudit ce jour. Le plus fou dans l'histoire, c'est que 7 ans plus tard, le maître de l'ordre à ce moment-là, Jacques de Molay, condamné au bûcher, va lancer une malédiction qui restera mythique. Pape Clément, roi Philippe, avant 1 an, je vous cite à paraître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment. Maudits, maudits, tous maudits jusqu'à la 13e génération de vos races. 1 mois plus tard, en avril, le pape Clément V meurt étouffé dans son sommeil. 8 mois plus tard, ce sera le tour du roi Philippe le Bel de mourir d'une hémorragie cérébrale. Ses 3 fils disparaîtront dans les 12 années qui suivront, ne laissant aucun descendant mâle, faisant éteindre à jamais la dynastie royale des Capétiens. Le moulin de la Vieille Écluse a donc appartenu aux Templiers jusqu'en 1312, alors que ceux-ci sont traqués dans toutes les contrées. Le moulin n'appartenant plus à personne, il sera donné à d'autres ordres religieux. Longtemps laissé à l'abandon, il sera repris le 18 juillet 1746 par Joseph Gautret, qui laissera sa marque en y gravant une croix accompagnée d'hermines, symbole des compagnons bâtisseurs, qui pourrait avoir un lien avec l'ordre du Temple. En effet, ceux-ci descendraient des constructeurs du Temple de Salomon. À l'image de notre espèce, les lieux que nous visitons sont chargés d'histoire. Il suffit de regarder autour de soi pour se rendre compte de leur richesse. Ces 3 moulins d'apparence similaire recèlent en fait
des histoires bien particulières qui les rendent uniques. Notre objectif premier, à chaque fois que l'on visite un lieu, c'est de ressentir son passé en faisant abstraction du présent. Nous touchons à la fin de la vidéo. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube et en nous aidant à nous améliorer par l'intermédiaire de l'espace commentaire. Si vous souhaitez suivre notre actualité, donc repérage, écriture, nous avons un compte Twitter et un compte Instagram que nous mettons à jour assez régulièrement. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!